Salut les devins, c'est Saikyo. Voici aujourd'hui une vidéo que je souhaitais vous proposer depuis environ un an en arrière. C'est vrai qu'elle aura mis du temps à arriver, mais au moins elle est là aujourd'hui, tout simplement pour vous présenter mes 3 plus grands moments d'émotion dans Dragon Ball. C'est une vidéo émotion, donc forcément qui me tient à cœur. Et des moments d'émotion dans Dragon Ball, il y en a des tas. D'ailleurs, je n'ai pas pu faire un top de mes 3 moments préférés de Dragon Ball. Il a fallu que je me spécialise sur un thème, ici l'émotion, parce que sinon des moments de combat, d'épicness, de rigolade aussi, d'aventure, de tranche de vie, il y en a à l'appel, et une vidéo ne suffirait pas pour en arriver là. Bien évidemment, les devins, aujourd'hui, faites une petite pause dans cette vidéo-là, et allez dans la zone commentaire me partager quels sont vos 3 meilleurs moments préférés d'émotion dans Dragon Ball. Aujourd'hui, le canon et le pas canon vont se côtoyer, ne vous en faites pas. On se fiche totalement de cette notion-là, et ce simple mot en devient même ridicule quand on en vient à le comparer à l'émotion procurée par certains moments de la franchise Dragon Ball. Donc allez-y en zone commentaire, entre Gohan SJ2, la première transformation de Goku Super Saiyan, entre pourquoi pas le sacrifice de Piccolo ou encore l'émotion de rage de Goku Ultra Instinct face à Jiren, récemment dans le tournoi du pouvoir. Allez-y à fond en zone commentaire, dites-moi quels sont vos moments préférés à ce niveau-là de l'émotion. Et pour les miens, je commencerai tout simplement par vous diriger vers un moment lointain, mais fort de Dragon Ball. Ça sera l'épisode numéro 76 de Dragon Ball. Et dans la version manga originale, ça correspond au chapitre numéro 108. L'épisode 76, une fois transcrit depuis le japonais, se nomme « Qui est donc caché derrière ce masque ?» En français, de par les adaptations, il a été appelé « L'adversaire se démasque » et le manga était beaucoup plus explicite à l'époque car il s'appelait tout simplement et d'une manière parfaite Son Gohan. Et oui, c'est en effet un chapitre et un petit arc dans lequel il y avait Baba, la sœur de Kame Sennin, qui organisait un tournoi en faisant revenir des personnes depuis le royaume des morts, chose qui d'ailleurs a été récupérée dans Dragon Ball Super, on l'a vu un petit peu lors des épisodes 94 et 95, lorsque Goku a voulu ramener Freezer, sauf qu'à l'époque, bien évidemment, vous vous en doutez bien, ce n'était pas Freezer qui était présent, il y avait tout type d'adversaires, vraiment de tout type d'horizon. Mais il y en a un qui a retiré mon attention, tout simplement parce que j'ai découvert ce moment-là, premièrement par la lecture d'un tome que mes parents pouvaient tout simplement m'acheter au marchand de journaux. C'était des demi-tomes qui coûtaient donc 2 fois moins cher, c'était un peu plus accessible pour les parents justement, et c'était donc du noir et blanc, etc. Et lors de ma lecture, eh bien je me suis rendu compte que ce personnage-là, qui portait un masque un petit peu en forme de lapin sur le visage, avait une posture et des vêtements qui ressemblaient énormément au grand-père adoptif de Son Goku, alias Kakaroto, donc Son Gohan, le fameux terrien. Et au fil du combat, on s'est rendu compte que ses aptitudes ont démontré que c'était bel et bien lui. Le Kamehameha, le fait qu'il connaissait le point faible de Goku par rapport à sa queue, des tas et des tas de remarques qui au fil du combat, qui d'ailleurs a duré pas mal de temps, en particulier dans la version manga, ce combat-là a demandé plusieurs chapitres d'un long combat stratégique, mais aussi un petit peu psychologique, comme Dragon Ball savait le faire beaucoup mieux qu'aujourd'hui dans ses débuts, chose qui malheureusement a été perdue, mais au profit d'une nouvelle ère de grands spectacles, comme on peut le voir avec le film Dragon Ball Super Broly, et arriva le moment qui devait arriver, dans le sens où l'adversaire, comme le titre de l'épisode en français le désignait, se démasque et finit par dévoiler alors à Son Goku. Vous le savez, Goku, de tout temps, ça c'est pas un fait que de Dragon Ball Super, a toujours été un petit peu naïf, voire même beaucoup. Et malgré toutes les évidences et toutes les preuves qu'il pouvait y avoir concernant le fait qu'il affrontait son grand-père adoptif, Son Goku ne s'en était pas rendu compte. Il a fallu que ce fameux guerrier masqué venant de l'au-delà enlève ce fameux masque. D'ailleurs, c'était la première fois dans Dragon Ball que nous voyons les auréoles des personnages qui sont décédés, qui peuvent récupérer temporairement leur enveloppe corporelle et se déplacer sur la Terre avec une autorisation spéciale. Et à partir de ce moment-là où le masque est tombé, Son Goku a comme un moment d'arrêt dans lequel il réalise, sans réaliser non plus, parce que ce n'est pas du tout logique, son grand-père qu'il vénérait par le biais de la 4e boule de cristal qu'il entreposait chez lui et dont il prenait soin tous les jours, auprès de laquelle il venait se recueillir, ce n'est pas logique qu'il prenne une forme et une apparence corporelle aujourd'hui devant ses yeux. Mais malgré tout, le choc était là car il ne pouvait pas s'empêcher de croire ce que ses yeux lui montraient, et il avait la preuve tangible que son grand-père se trouvait face à lui. Et suite à cet arrêt brutal qu'il a pu y avoir dans sa tête, eh bien le corps de Son Goku a complètement lâché. On a eu un tout autre Son Goku à ce moment-là, qui a lâché prise, qui a baissé sa défense en quelque sorte, et qui s'est jeté directement sur son grand-père. Son grand-père n'était pas bien grand, mais Goku était encore plus petit que lui. Il lui a sauté dessus, s'est agrippé au niveau de sa tête, le grand-père n'arrivait même plus à parler, etc. C'était une scène assez drôle, mais tellement émouvante et touchante à la fois. Dans ce top aujourd'hui, vous savez les devins, il n'y aura pas de classement. Mais quand même, je pense que dans mon cœur, c'est celui-ci qui arriverait en tout premier. Parce que c'est tout simplement le fait de pouvoir retrouver l'être cher qui a été définitivement perdu. Le fait de pouvoir le toucher, de pouvoir lui parler, de pouvoir retrouver des sensations. Pour un jeune enfant en plus, la frustration est encore plus grande si tu perds un de tes proches, un de tes parents, si tu es enfant. Parce que par nature, on est tous affectés par la perte d'un proche et encore plus par celle de nos parents. Mais si cela arrive tard,
Eh bien malgré tout c'est le triste cycle de la vie. Mais quand ça arrive très tôt, certes c'est son grand-père, mais celui-ci faisait office de père, Bardock et Guinée n'ont pas été extrêmement présents pour le jeune Son Goku. Il a été très vite envoyé sur la planète Terre, donc au final, son seul attachement parental a été celui de son grand-père adoptif qui a rempli toutes les cases. Celle du grand-père, de la grand-mère, du père, de la mère, du frère, de la sœur, au point même que Son Goku, une fois sorti de sa petite maison, ne savait même pas distinguer un homme d'une femme, tellement il n'avait vu personne. Et Son Gohan matérialisait aussi toute forme amicale que Son Goku pouvait avoir dans sa vie, donc il était tout pour lui et l'a perdu du jour au lendemain, en plus de son propre fait, mais il ne le savait pas. Et le fait de voir Goku qui lâche prise, de voir tout le monde autour qui réagit, comme Bulma avec les larmes aux yeux, on sentait que tout le monde était dans l'émotion, Yamcha avec Krillin, tous les plus grands proches, encore aujourd'hui à ce jour dans Dragon Ball Super de Son Goku étaient là. Et ils étaient tous dans une émotion totale pendant que Son Goku lâchait prise, et même les personnages eux-mêmes ne se rendaient pas compte, n'arrivaient pas à réaliser ce fait-là, le fait que Goku était en train de lâcher prise, et moi également, parce que même si Son Goku était un petit enfant, et que pour moi je suivais en tant que jeune lecteur les aventures d'un jeune enfant, eh bien Son Goku représentait déjà à mes yeux, alors que pourtant le Son Goku de l'époque face à un Goku d'aujourd'hui ne tiendrait même pas une fraction de seconde dans un combat singulier. Mais pourtant il représentait déjà ce roc de puissance sur lequel on pouvait s'attacher en tant que lecteur, et là on l'a vu lâcher prise. Et soi-même si on est pris dans cette lecture, je lisais ça dans mon lit tranquillement dans mon coin le soir un petit peu avant de m'endormir, forcément j'étais captivé par ce que je lisais, et je ne pouvais que céder à l'émotion. Certes, je n'ai pas pleuré à chaudes larmes, mais j'avais réellement les yeux humides, j'avais les larmes aux yeux clairement, et c'est un moment qui est capable, sans honte, je vous l'avoue, de me redonner les larmes aux yeux aujourd'hui, pourtant j'ai 29 ans, c'est un moment, un des plus forts moments que j'ai pu connaître, toute œuvre confondue réellement. Les devins, j'espère avoir poussé la barre assez haute chez vous en termes d'émotion, et soyez prêts car nous passons maintenant sur le deuxième moment. Je dois vous avouer une chose les devins, c'est que j'ai hésité très longuement entre deux sortes de formes de sacrifice, en quelque sorte si je peux m'exprimer ainsi, concernant ce passage numéro 2. J'ai fortement hésité entre le fameux Vegeta, Majin Vegeta à l'époque qui se sacrifiait face à Majin Buu, et également la mort qui n'est pas un sacrifice mais qui ressemble beaucoup de Bardock. J'ai fortement hésité et je pense que dans ce top là il n'y aura pas de 4ème place, mais il a fallu que je tranche et alors j'attribuerai non pas une 4ème place mais une mention spéciale au décès de Bardock qui de par son ambiance visuelle et sonore et de par ce que venait de vivre Bardock dans le TV spécial à l'époque m'avait fortement émotionné dans le sens où Bardock s'était retrouvé seul alors qu'il avait pas mal d'amis, la plupart étaient morts ou alors s'étaient retournés contre lui parce qu'ils ne le croyaient pas quand il commençait à dire que Freezer manigançait de mauvaises choses, jusqu'à ce qu'il se retrouve seul au combat en accomplissant d'énormes prouesses face à l'armée de Freezer et à Freezer lui-même, mais Freezer est d'une puissance absolument incroyable et étouffante en particulier à cette époque-là, et va lancer une énorme boule de ki aussi bien sur Bardock, se réjouissant de le voir calciner sous ses yeux en même temps que l'explosion de la planète Vegeta qui va s'en suivre. Et c'est bien sûr l'ambiance dans laquelle les animateurs nous ont mis directement au plus près de Bardock au moment où lui-même était en train de se désintégrer. Dans cette vaste lueur jaune et chaude de cette explosion de la part de Freezer, on voyait l'armure de Bardock qui se désagrégeait, ses yeux qui devenaient de plus en plus vides, mais esquissant une sorte de forme de sourire que l'on pourrait interpréter comme étant la satisfaction de savoir que son propre fils viendra à bout de Freezer et redorera le blason du peuple Saiyan un jour. Voilà, on était à mi-chemin entre les deux, et c'était forcément un moment qui était propice à nous tirer une larme en espérant que ça sera mis en scène d'une manière équivalente, si ce n'est meilleure, dans le film Dragon Ball Super Broly. Mais sinon, il est vrai que cette deuxième place dans mon top, je l'ai attribuée au sacrifice de Vegeta. Encore une fois, à cette époque-là, dans l'arc Buu, Vegeta nous a montré aussi bien des bêtises qu'il est capable de commettre, comme le fait de se laisser volontairement posséder, du moins partiellement par Babidi, le fait de provoquer Son Goku en combat singulier alors que le contexte ne s'y prêtait pas du tout et que nous nous préparions à faire face à la plus grande menace jamais connue dans Dragon Ball à cette époque-là, distribuer volontairement de son énergie, de son ki pour alimenter ce fameux Majin Buu sans savoir de quel niveau de puissance il serait fait à la suite, mais il aurait pu avoir la puce à l'oreille de savoir que étant entretenu par l'énergie de Goku et de Vegeta, eh bien l'adversaire qui en ressortira en serait insurmontable, mais malgré tout, Vegeta était dans une folie aveugle de prendre revanche sur Son Goku qui le dépassait à chaque fois. Et d'ailleurs, même à ce moment-là, malgré la possession de Babidi, Vegeta ne le savait pas encore, mais il était déjà dépassé par Son Goku, alors que Goku, lui, venait tout juste de maîtriser les rouages du fameux Super Saiyan de niveau 3. Et l'ultime erreur qui viendra entacher le tableau sera tout simplement le fait que Majin Vegeta aura mis un coup dans la nuque de Goku, l'aura un petit peu trahi une fois que Goku pensait que le combat était terminé, et a voulu s'occuper de la menace Majin Buu tout seul. Sauf que
une nouvelle fois, preuve d'évolution cette fois-ci du personnage. Majin Vegeta a tenté, dans un combat absolument épique face à Majin Buu, de venir à bout de cette nouvelle menace, mais son niveau actuel ne le permettait pas. Comptant sur la perspicacité de Piccolo, eh bien il s'arrangea pour faire en sorte de protéger aussi bien sa progéniture Trunks que celle de Son Goku, à savoir Son Goten, et faire en sorte que tout le monde soit mis à l'abri pour que lui puisse lancer une attaque ultime, celle que nous connaissons sous le nom de Final Explosion, non pas Final Flash, mais bien l'explosion. Elle porte bien son nom parce que ça sera l'explosion finale, étant donné que la cause en est le décès de son utilisateur, donc le sacrifice de Vegeta. Théoriquement, cela aurait dû également tuer son opposant Majin Buu, mais celui-ci est constitué anatomiquement d'une manière tellement différente de la nôtre que celui-ci est capable de se reconstituer à partir du moindre fragment de son corps qui aura été laissé, chose que Vegeta à l'époque ne pouvait pas anticiper. Mais une chose qu'il a pu anticiper sur son dernier moment de vie, bien sûr, il sera ressuscité plus tard et est de nos jours un des protagonistes principaux de la série Dragon Ball Super, mais à l'époque, ses dernières paroles, traduites depuis le japonais, auront été « Adieu, Bulma, Trunks et aussi Kakaroto ». Et à partir de ce moment-là, il lança un cri, aussi bien de rage, mais je pense aussi d'amour envers sa famille et ses proches, y compris Kakaroto, afin de mettre un terme définitif au combat, sauf que malheureusement, la seule répercussion à cette attaque-là aura été la fin de sa propre vie, mais pas celle de son adversaire. En ajoutant à cela la qualité du trait du dessin d'Akira Toriyama en version manga, tout comme l'énorme travail fourni par les animateurs et dessinateurs de cet épisode-là de Dragon Ball Z, mais aussi toute la succession d'émotions que l'on peut mettre bout à bout dans ce passage-là. Aussi bien l'énervement en tant que spectateur auprès de Vegeta en se disant « Mais Vegeta, qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu agi de manière égoïste face à Son Goku auparavant ? Pourquoi essaies-tu de te faire seul la nouvelle menace qui a réussi à mettre Gohan au tapis très facilement ?» Mais derrière, la fierté du guerrier nous emporte et nous changeons de camp. Nous nous mettons alors de son côté en espérant qu'il gagne, encore à corps face à Majin Buu, mais cela ne marche pas, jusqu'à ce qu'il y ait le suspense maximal de se demander quelle idée Vegeta peut-il avoir en tête, et Piccolo nous met sur la piste dans le sens où il emporte tout le monde très loin, donc on comprend que cette attaque-là ne sera pas un Big Bang ou quoi que ce soit, ça sera quelque chose lié à l'énergie vitale de Vegeta. Mais en tant que spectateur qui adorons Vegeta, on ne pouvait pas y croire, mais ça se produisait devant nos yeux, aussi bien en lecture qu'en manga. Les dernières paroles de Vegeta sont elles-mêmes capables de nous tirer quelques larmes, mais aussi une forte tristesse s'émane, un sentiment de vide s'émane de ce moment-là, une fois que l'attaque est passée, et que Vegeta, dans une forme un petit peu de cendre, il s'est carbonisé lui-même, il est tout gris, etc. dans la version animée, surplombe ce sol un petit peu, comme si son corps était en train de transiter entre l'au-delà et son enveloppe corporelle, qu'il pouvait constater de ce qu'il avait pu faire, comme si on pouvait lire dans cette silhouette vide qui était déjà dépossédée de son âme, mais comme une forme de regret d'avoir agi comme cela, un peu comme s'il avait le constat de tout ce qu'il a pu faire dans sa vie sous ses yeux à ce moment-là, sans réellement savoir si ses actes auront payé ou pas, et il est trop tard car son âme doit déjà rejoindre l'autre monde. C'est ce que j'en ai perçu les premières fois où j'ai lu et visionné ce moment-là. Maintenant les devins, il est temps de transiter tout simplement vers la troisième partie et aussi conclusion de ma vidéo, avec un moment d'émotion dans Dragon Ball qui je pense fera l'unanimité. La fin de Dragon Ball GT, les adieux de Son Goku. Alors, pour retrouver ce moment-là, il n'y aura pas de version manga, car tout simplement Dragon Ball GT n'a jamais eu de manga. Il y a eu quelques adaptations dans lesquelles des sortes de screenshots de l'anime ont été récupérés et mis bout à bout pour faire un semblant de manga, mais mis à part cela, il n'y a pas de manga digne de ce nom Dragon Ball GT. Il y a seulement un animé composé de 64 épisodes. Et justement, c'est au détour des 63 et des 64e épisodes de la série qu'il va falloir jeter notre regard. Beaucoup d'aventures en 64 épisodes avec du recul ont été réalisées, si vous regardez bien. L'univers a été relativement bien parcouru. Une menace, entre guillemets, revenue du passé sous la forme de Tsufool est revenue. Une autre menace, un petit peu de type nostalgie avec Super 17 est revenue. Il a fallu ensuite faire face au plus grand fléau de l'œuvre Dragon Ball GT, tout simplement les dragons maléfiques. Le fait que Shenron et les Dragon Ball de la Terre ont été trop utilisés, et donc ça se retourne contre leurs utilisateurs qui ont fait des vœux parfois légitimes mais parfois pas, et ça a chargé les fameuses Dragon Ball d'énergie maléfique. Et à la clôture de ce périple-là, après en avoir terminé avec le dernier dragon maléfique, eh bien il semble qu'un pacte s'est produit entre Shenron et Goku. Certains personnages comme Piccolo ou Vegeta semblent avoir compris vers où se dirige Son Goku, mais ne nous le disent pas, et nous en tant que spectateurs, et moi plus particulièrement en tant que très jeune spectateur aussi à cette époque-là, je me demandais ce qu'il pouvait bien arriver à Son Goku, quelle allait être sa prochaine aventure, sauf que j'étais loin de me rendre compte que sa prochaine aventure serait des dizaines d'années plus tard, parce que c'était la fin, c'était terminé. Dragon Ball, baissez le rideau, il n'y avait plus rien à voir, vous pouvez passer votre chemin. Et ça, à cette époque-là, je me le suis pris en pleine face, sans avoir le temps, ne serait-ce même de le réaliser. Mes rituels quotidiens de regarder cela à la télévision ou d'enregistrer sur une cassette comme je pouvais le faire à l'époque,
n'existait plus. Je me sentais un petit peu abandonné par l'œuvre Dragon Ball en général, mais en même temps, je trouvais que la boucle était enfin bouclée et j'étais d'une certaine manière satisfait parce que la fin de Dragon Ball, la fin originale, la fin canon, avec le départ de Goku et de Oob, est une fin relativement, vachement même ouverte. Fin qui peut nous laisser rêveuse, mais qui m'avait laissé sur ma faim. Tandis que celle-ci, elle est ouverte quant à sa compréhension de où peut bien partir Goku, mais on sentait que cette fois-ci c'était la fin. On suggérait même que Goku était mort d'une certaine manière à la fin de cet épisode-là, à la fin de Dragon Ball GT. C'était le départ ultime de Son Goku qui visuellement fusionnait avec Shenron, mais qui également, dans ce moment de fin avec la musique, bien sûr de fond qui était là pour accompagner tout en douceur le moment, eh bien, a dû tirer des larmes à tous les fans de Dragon Ball de la Terre, peu importe qu'ils aiment des BGT ou pas. Ce moment fait unanimité, j'en suis sûr et certain. L'émotion était à son paroxysme, par exemple, au moment où Son Goku rendait visite à chacun des amis de son passé et de sa vie, et qu'il disparaissait tel un fantôme, laissant une dernière trace de pas, par exemple, qui s'effaçait en bord de mer chez Kame Sennin, par exemple. Et petit à petit, en visionnant cela, je comprenais que Dragon Ball touchait à sa fin. Je comprenais qu'il n'y avait plus d'histoire à raconter après cela. Et il fallait alors me préparer psychologiquement à ne plus jamais avoir de nouveautés concernant Dragon Ball. Et ça a été le cas, comme je l'ai dit il y a quelques secondes en arrière, pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce que l'on nous repropose quelques petites itérations avec le retour de Son Goku et ses amis, avec DBZ Battle of Gods de Fukatsu no F, jusqu'à la relance inespérée, j'ose dire, de la série, un petit peu grâce au coup de pouce commercial de Super Dragon Ball Heroes, de Dragon Ball Super, et qui vient faire notre joie aujourd'hui avec la fameuse sortie du film Dragon Ball Super Broly, que l'on attend de pied ferme, et avec un espoir fondé d'un retour de l'anime en 2019 par exemple. Eh bien, je vous parle d'espoir, à l'époque c'était plutôt le désespoir de perdre une passion qui pouvait m'animer, non pas dans mon cœur, mais en termes d'activité. Il n'y avait plus d'actualité Dragon Ball à partir de ce moment-là, même si moi je me ressassais les anciens épisodes et les anciens tomes, au bout d'un moment ça tournait en boucle, ça tournait en rond. C'était une de mes plus grandes peurs à l'époque, le fait de voir le plus grand des héros de tous les temps mourir. Alors j'étais un petit peu rassuré quand après j'ai vu le fameux épisode de spécial 100 ans plus tard et que Son Goku, le vrai, fait une petite réapparition sous forme fantomatique auprès de Goku Junior. Donc on se dit qu'au final il est toujours là quelque part, tel qu'il est toujours dans nos cœurs, il existe toujours d'une certaine manière dans l'œuvre. Mais c'était la fin d'une époque, la fin d'un héros, la fin d'une ère en soi. Un des plus beaux moments de Dragon Ball, un des plus forts émotionnellement, et qui même si le début de série Dragon Ball GT dans sa première trentaine d'épisodes avait été largement décrié et à juste titre, eh bien nous faisait comprendre la douleur et la hauteur de ce que l'on venait de perdre. L'œuvre, la franchise Dragon Ball, mais également une deuxième moitié de série Dragon Ball GT qui était très largement convenable et de très bon niveau, que l'on aurait adoré voir se poursuivre, mais malheureusement le contexte artistique par l'absence de Toriyama, mais aussi économique par la baisse des chiffres de vente de produits dérivés ou d'audience également de cette série Dragon Ball GT, ont fait que ce n'était plus possible de continuer dans cette voie-là et qu'il a fallu clôturer la série à cette époque. Les devins, nous en sommes arrivés à la fin de cette vidéo-là. J'espère de tout cœur pouvoir lire tous vos moments préférés en termes d'émotion dans Dragon Ball. Vous avez compris que le thème de la vidéo est très ouvert, canon pas canon, vous pouvez y aller vraiment avec votre cœur. Je vous remercie tous pour tout votre soutien. Le lien de ma page Utip pour me soutenir gratuitement est en description. Le petit pouce bleu du référencement m'aidera vraiment beaucoup. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochaines émotions et de prochains arts divinatoires.